Dans la vie, je pense qu'on espère tous la même chose, c'est vivre le plus longtemps possible, mais évidemment, vivre en santé. Pour ça, il faut changer un certain nombre d'habitudes de vie. Moi, ça me passionne, ce sujet-là, comment on peut vivre plus longtemps, mais surtout vivre plus longtemps en santé. Donc, j'avais envie d'en parler avec Dr Martin Junot, qui est cardiologue, qui est directeur de l'Observatoire de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il est aussi collaborateur à la fondation du Centre EPIC. Docteur Junot, bonjour. Bonjour. On s'est déjà parlé, vous et moi, dans le cadre d'une autre entrevue. On avait beaucoup parlé de l'exercice, et de l'importance de l'exercice pour les facultés cognitives. On n'avait pas parlé de la durée. Est-ce que c'est important de faire un petit peu de sport tous les jours, quelques instants, ou c'est mieux de regrouper ça, de faire moins souvent du sport, mais une durée plus grande? Ça a été beaucoup étudié, ça. Ouais. C'est sûr que les gens qui font de l'activité physique seulement à la fin de semaine, c'est quand même très bon. Ouais. Il y a plein d'études là-dessus. C'est mieux que rien. Oui, c'est ça. Puis c'est pas mal bon. Mais évidemment, ce qu'on conseille aux gens, nous, pour avoir l'effet, par exemple, métabolique, par exemple, sur le sucre sanguin, la glycémie, la pression artérielle, c'est bien d'en faire un peu tous les jours ou aux 2 jours. Alors, par exemple, beaucoup d'études ont montré que dès que vous faites environ l'équivalent de 15 minutes de marche par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Mais non. Vous baissez votre mortalité prématurée de toute cause d'environ 15 %. Wow! Et quand vous faites 30 minutes, on est à peu près à 24-25 %. Et puis, si vous allez à 60 minutes, là, on a moins de gains. C'est mieux. Mais la courbe monte moins vite, mais c'est quand même très bon. Vous allez réduire d'environ 35 %. Puis à 90 minutes équivalent de marche par jour, il n'y a plus d'intérêt à dépasser ça. D'accord. Alors, par exemple, si quelqu'un Donc, ça dit... ne donne rien de se surentraîner. C'est genre 2-3 heures par jour, vous n'avez plus le bénéfice de passer 1h30. Là. D'accord. En même temps, on peut, si on aime ça, le faire pour le plaisir. Absolument. Et pas simplement dans une optique de « Oh mon Dieu, c'est bon pour la santé ». Ouais. Mais je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur aux 2 jours, parce que en effet, il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que si on fait rien pendant la semaine, puis qu'on fait très très intense pendant la fin de semaine, ça veut dire que le lundi, on recommence à rien faire. Donc on perd les bénéfices, versus si on l'étend un petit peu, on capitalise à chaque fois sur ce qu'on a fait il y a 24 ou il y a 48 heures. Très intéressant. Oui, puis il y a plein d'effets de l'exercice variés là, sur les différents organes, mais il y a des effets, par exemple, sur l'insuline, certaines hormones, le stress, etc., qui vont durer, disons, une douzaine d'heures ou 24 heures. Alors, c'est pour ça que c'est bien de le faire régulièrement plutôt qu'un gros coup la fin de semaine. Même si c'est bon, c'est bien de l'étaler. Puis l'autre chose qu'on ne dit pas assez, c'est la sédentarité extrême. C'est beau de bouger, mais les Québécois, depuis la pandémie, il y en a une bonne proportion, autour de 50 %, qui vont passer plus que 10 heures sans bouger, là, dans un fauteuil ou dans un divan. C'est, 10 heures sans bouger. Il se lève quand même pour aller à la toilette, jamais je crois. Oui, c'est ça. Mais à part ça, là, alors, on dit que, les études montrent qu'après 600 minutes, donc 10 heures, le risque de mortalité de toute cause augmente beaucoup. Wow. Mais c'est presque 50 % des gens qui ne font rien. Là. C'est fauteuil, mais quand divan. vous dites, c'est ça. Mais quand vous dites que ça a commencé, que c'est un effet qui s'est fait ressentir à partir de la pandémie, c'est qu'évidemment la pandémie signifie aussi télétravail. C'est ça. Donc il y a beaucoup de gens en effet qui sont donc assis ou sur leur canapé à travailler à leur ordinateur. Donc ça c'est dangereux. Commande l'épicerie en ligne, commande la pharmacie en ligne. Amazon, moins maintenant, j'espère. Oui. Mais alors, c'est ça, les gens bougent plus. Donc, la sédentarité extrême. Oui. Donc, on recommande quoi? À toutes les heures ou à toutes les 2 heures? Juste se lever, bouger déjà, un bouger peu. un peu, à toutes les demi-heures, à toutes les heures, déjà, ça fait beaucoup. Puis, évidemment, on a regardé chez des gens qui marchent, par exemple, 30 minutes par jour. Est-ce que ça va contrer cet effet-là? Pas mal. Alors, de faire pas 10 000 pas par jour, hein, cette norme-là, elle était un peu aberrante, là. Elle venait de nulle part, le chiffre de 10 000. Entre 4 et 6 000 pas, c'est probablement ce qui est optimal pour la santé. Donc, vous allez faire une marche de 15 minutes, ça va contrer l'effet de la sédentarité. Mais c'est intéressant quand même à observer, Dr Junot, c'est qu'on est là, il y a des gens qui ont des trucs, des machines pour calculer leur nombre de pas.
mais il me semble que c'est le gros bon sens. C'est le fameux GBS. Il me semble que le gros bon sens nous dicte que rester assis pendant 10 heures de temps, ça n'a pas de sens. Puis que de temps en temps, aller prendre une petite marche, c'est bon pour la santé. Nos ancêtres, même nos parents, nos grands-parents, ça leur venait instinctivement. Ils n'avaient pas besoin d'une montre intelligente pour leur dire « Hey, lève-toi de ton... Arrête d'être assis sur ton derrière, puis lève-toi, puis va marcher. » Vous avez parlé de l'intensité, tu sais. Par exemple, les gens s'achètent des bidules pour être sûr de ne pas dépasser ou d'aller dans le bon range. Mais le bon vieux test de la parole, tu sais, si vous faites l'exercice, vous êtes capable de parler à votre chum, là, ça veut dire que c'est une bonne intensité, ça. Si vous pouvez aller au-delà de ça, mais c'est une assez bonne intensité. Vous pouvez maintenir la conversation, mais ça, vous pouvez le faire pendant 1 heure, il n'y a pas de danger. D'accord. On vient d'économiser plein d'argent parce que on n'est plus abonné à Amazon. Et puis, en plus, on n'a pas de montre intelligente. J'aime ça, on économise de l'argent. Le rôle de la résistance à l'insuline comme facteur de risque majeur pour la santé. Oui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure de l'insuline, à quel point, justement, le fait de faire de l'exercice, ça permettait de mieux réguler ça. Alors, on s'aperçoit, quand on mesure l'insuline à jeun, ça coûte pas cher, là. On s'aperçoit que des gens qui ont une glycémie qui est normale, le sucre là, dans le sang, qui est à 5, disons, mais que leur insuline est élevée. Et pourquoi l'insuline est élevée, même si le sucre est normal? C'est parce que, justement, le pancréas voit que le sucre augmente, alors il sécrète plus d'insuline pour le faire baisser. Puis là, la situation du patient se détériore, son sucre commence à encore plus d'insuline. Puis alors, si l'insuline est élevée, ça veut dire que votre pancréas travaille très fort pour baisser le sucre. D'accord. Donc, le traitement, c'est s'arranger pour que le sucre ne monte pas, d'où l'exercice, l'alimentation, puis garder un poids santé. Et l'élévation de l'insuline, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, est un des meilleurs marqueurs de risque pour les maladies cardiovasculaires, démence, AVC et plusieurs cancers. D'accord. Comme on dit en anglais, un anglicisme, c'est un driver des maladies chroniques et du vieillissement. Alors, quand on veut ralentir le vieillissement, on a intérêt d'avoir une insuline basse, donc faire de l'exercice. Donc, au lieu de courir vers les maladies chroniques, on veut courir dans l'autre sens, on veut s'en éloigner le plus possible. Donc, votre fameux driver, comme vous dites, ben finalement, ça devrait être exactement le contraire. On devrait s'en éloigner le plus vite possible. Le ralentissement du vieillissement, on est tous obsédés par ça. Hein? On a peur de vieillir, on a peur des effets du vieillissement. Puis il y a plein d'influenceurs qui proposent toutes sortes de solutions miracles. Qu'est-ce que vous en pensez de ces solutions miracles-là? Ben, c'est dommage parce que des gens dépensent des fortunes. Là. Il y a eu des articles sur, par exemple, la taurine que vous pouvez acheter en vente libre. Il y a des médicaments qui demandent des prescriptions, le metformin, la rapamycine. Il y a des influenceurs aux États-Unis surtout qui suggèrent aux gens de prendre ça. Il n'y a pas eu d'études chez l'homme pour voir l'efficacité de ça et surtout pas l'innocuité. Donc, on ne sait pas à long terme si vous n'êtes pas malade puis vous le prenez juste pour ralentir le vieillissement. Il y a peut-être des effets secondaires qu'on n'aime pas. C'est ça, quand on parle de l'innocuité, parce que c'est un mot compliqué. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est que c'est pas un médicament ou c'est pas une procédure, en tout cas, qui est anodine. Il peut y avoir des conséquences qui vont venir contrecarrer les bénéfices. Et si vous regardez les études pour ralentir le vieillissement chez tous les animaux, de la levure jusqu'au lapin, les rats, les animaux, les porcs, puis même les primates, on sait qu'il y a une chose qui marche, c'est l'exercice. Ça ralentit le vieillissement chez toutes les espèces. Attendez, parce que vous avez parlé des êtres vivants, vous avez mis la levure dans les êtres vivants. Oui, c'est parce que beaucoup de chercheurs aiment beaucoup les plus petites, les petits vers, puis tout ça, parce que c'est facile à étudier. Ils se reproduisent vite, ils meurent vite. Donc, si on veut étudier le vieillissement, c'est génial. D'accord. Donc, même eux... Oui. Il faut qu'ils fassent de l'exercice pour bien vieillir. Alors, il y a l'exercice qui est prouvé chez toutes les espèces vivantes. Et puis, l'autre chose, ça, c'est moins agréable, c'est la restriction calorique. C'est manger moins que nos besoins, surtout pas plus. Alors, c'est sûr que c'est pas un conseil qui est facile à donner, mais comme on mange généralement trop, on a intérêt à manger moins. Chez toutes les espèces animales, ça ralentit le vieillissement. Oui. Alors, c'est un peu délicat chez les gens âgés qui mangent mal, de leur dire de manger moins, mais en général, évidemment, on mange trop. Et ça fait travailler fort les cellules. Ça les fait... Pour simplifier, ça les fait vieillir prématurément. D'accord. Mais ça, c'est intéressant, la notion de
de restrictions alimentaires, parce qu'évidemment, on veut pas nécessairement être affamé, mais de toute façon, on mange trop. Est-ce qu'il n'y a pas des peuples qui sont beaucoup plus à l'affût, beaucoup plus à l'écoute, par exemple, de leurs signes de satiété? Je pense en particulier aux Japonais. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Eux autres, c'est 80% de satiété. Tu sais, ils mangent, puis ils disent, est-ce que je me sens plein? Non, pas encore. Ben, c'est le temps d'arrêter. Tu sais. Plutôt que les Nord-Américains qui veulent vraiment se sentir pleins. Là. Ouais. Alors, c'est une bonne habitude, ça. Très bonne habitude. Mais surtout que nous sommes des Nord-Américains et tout nous pousse à la surconsommation. Tout nous pousse, même, je dirais, l'environnement familial. Hein, on a tous, je pense, été élevés par des mères qui, quand on finissait pas notre assiette, nous disaient « Ah, ben là, ça me fait de la peine. Je me suis donné de la peine pour bien te préparer un dessert à tous les repas. Souper, un dessert à tous les repas. » Voyons donc, c'est beaucoup trop. Oui, on mange beaucoup trop de sucre. Hein? L'OMS dit 5% ou 10% des calories. Moi, je dirais sucre ajouté, 0. Là. Si vous voulez, on peut avoir du sucre dans les fruits, dans le sirop d'érable, vous, êtes-vous pour ou contre le sirop d'érable? Oui, c'est bon au goût, puis il y a des minéraux, mais ça reste un sucre ajouté qui est pas très bon pour le métabolisme. Donc, c'est vraiment à utiliser un petit peu. Ouais. Je suis triste, j'aime tellement le sirop d'érable. Mais je vais continuer à en prendre quand même, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de plaisir dans la vie. Mais je vais peut-être, au lieu de verser la moitié de la canne dans mon gruau le matin, je vais peut-être y aller avec modération, mais je vais quand même continuer à en prendre parce que, bon, ça fait partie aussi de notre patrimoine. On n'a pas parlé jusqu'ici du stress, à quel point le stress a une influence ou un impact sur notre métabolisme, et en particulier, puisque c'est votre spécialité, évidemment, les maladies cardiovasculaires. Oui, depuis les années 1960, il y a une foule d'études sur des très grands nombres de patients qui ont montré que le stress qu'on vit, que ce soit au travail, dans le couple, peu importe, là, dans la vie en général, il y a plein d'échelles pour mesurer le stress. Sont associés à une augmentation du risque cardiovasculaire, autant que l'hypertension artérielle, un petit peu moins que le tabac, mais pas loin. Du tabac? Un peu moins quand même. Le tabac, c'est vraiment la pire affaire. Et puis, quand on regarde pourquoi, les mécanismes sont bien connus maintenant, c'est que le stress chronique, c'est normal d'avoir un petit stress, mais quand il est toujours là, vous modifiez des hormones dans votre cœur. Dans votre corps. Alors, le cerveau qui est stressé envoie des signaux à l'hypophyse, qui envoie un signal aux glandes surrénales, qui sécrètent toutes sortes d'hormones qui augmentent cortisol, etc., qui augmentent la glycémie, qui aussi augmente certains facteurs inflammatoires. Donc, tout ça, à long terme, ça favorise l'athérosclérose. Alors, là, c'est comme si le corps était constamment en système d'alarme. C'est ça. En système d'alerte. Oui. Puis, tu sais, on dit toujours dans les époques préhistoriques, l'homme avait besoin de ces hormones-là pour se défendre contre les prédateurs, les ours, puis les autres tribus. Maintenant, ces mécanismes-là existent encore, mais ils sont déclenchés par toutes sortes de stresseurs qui sont omniprésents. Alors, c'est vraiment difficile de gérer le stress. Puis ça, j'avoue, dans ma pratique, il y a deux choses très, très difficiles, je dirais. On est capable de traiter à peu près tous les facteurs de risque. Il y en a deux difficiles, le poids et le stress. C'est dire à quelqu'un perdre du poids, là, c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Même chose pour gérer le stress, il n'y a pas de méthode facile. Le yoga, la méditation. Exactement. C'est les deux qu'on recommande. Faire des choses qu'on aime. Oui, focuser sur autre chose. Donc, puis avec la méditation, ça s'est beaucoup démocratisé parce qu'avant, moi, j'invitais les gens à s'inscrire à des ateliers de méditation, gestion de stress. Maintenant, vous allez sur YouTube puis vous avez des très beaux... Il y a des apps. Il y a des apps de méditation, là, je pense que que si vous me donniez 2 secondes, je pourrais vous en trouver 3-4 sur mon téléphone, là. Pour juste aussi décrocher. Arrêter le petit hamster, voilà. Même 1 minute entre 2 entrevues, là, vous pouvez faire ça 1 minute. Très bon. Justement, on me dit à l'oreille qu'il reste 1 minute à l'entrevue. On pourrait méditer ensemble. Hein? Ça serait plate pour les auditeurs. Ça serait plate pour les auditeurs peut-être, mais ce serait pas plate pour nous parce que ce serait très bon pour notre santé. Docteur Martin Junot, c'est toujours un plaisir de vous parler. Et à chaque fois que je vous parle, j'en sors avec je me fais des notes mentales. Je me dis, ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, plus de poissons. Ah oui, ça attends pas à samedi pour aller t'entraîner. Va t'entraîner un beau mercredi, comme ça, en plein milieu de la semaine. À chaque fois, je retiens des recettes pour mieux vivre et vivre plus longtemps. Docteur Martin Junot, vous êtes cardiologue, directeur de la
de l'Observatoire de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal et aussi collaborateur à la fondation du Centre EPIC. C'était une entrevue épique. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.